Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pharma Podcast version interview, un rendez-vous offert à tous les pharmaciens et à tous les acteurs de la pharmacie. Si vous êtes intéressé pour soutenir le podcast ou créer ensemble du contenu, rendez-vous sur le site internet mypharmapodcast.com. Vous y trouverez toutes les informations utiles. Pensez aussi à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à vous abonner si bien évidemment le contenu vous a plu. L'échange que vous allez maintenant entendre est issu d'un live diffusé sur la plateforme Pharmacylange. L'installation constitue une étape importante dans la carrière d'un pharmacien d'officine. Le contexte économique actuel est-il favorable ? Faut-il partir seul ou associé ? Quels sont les pièges à éviter avant de signer un rachat ? Nous allons répondre à toutes ces questions avec notre invité Arnaud Saint-Turel, pharmacien titulaire. Il va nous faire partager son expérience personnelle sur sa propre installation et les projets mis en place autour de sa pharmacie. Je vous invite maintenant à vous plonger dans ce nouvel épisode. Bonne écoute! Merci beaucoup Elsa, bienvenue à tous dans ce nouveau live Pharmacylange. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce dernier webinaire de l'année 2023. Mais rassurez-vous, nous continuons cette superbe aventure dès la rentrée de janvier. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'installation en ville pour les pharmaciens. Ce moment constitue une étape importante et la préparation d'un projet de reprise d'une pharmacie est capitale. Mais le contexte actuel économique est-il ou non favorable pour réussir son installation ? Alors pour répondre à cette interrogation, nous recevons ce soir Arnaud Saint-Turel, pharmacien titulaire en Normandie, qui va nous faire partager son expérience sur le sujet. Bonsoir Arnaud. Bonsoir à tous. Et nous sommes également très heureux d'être en compagnie d'Elsa Mahler qui s'occupe de la communication de Pharmacylange. Bonsoir Elsa et bienvenue pour cette première. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Ravie de co-animer ce nouveau webinaire aux côtés de Romain. Alors, je vais me présenter en quelques mots et surtout présenter Pharmacylange pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Alors, en tant que pharmacien, peut-être que vous utilisez au quotidien WhatsApp ou Facebook pour échanger avec la profession. Alors, ce sont des réseaux qui ne sont pas forcément adaptés à la profession et ils sont assez décriés en termes de sécurité. C'est pourquoi Fabrice Arnaud, qui est le fondateur et président de Pharmacylange, a imaginé avec l'appui des pharmaciens un réseau social professionnel qui soit sécurisé et éthique et réservé vraiment exclusivement aux acteurs de la pharmacie. Donc vous allez retrouver des pharmaciens d'officine, des pharmaciens hospitaliers, des étudiants en pharmacie. Il y a maintenant déjà plus de 3000 membres qui nous ont rejoints sur la plateforme. L'inscription elle est 100% gratuite, c'est très facile, il suffit juste de votre carte RPPS ou de votre carte étudiant si vous êtes étudiant. Pour vous connecter la première fois, c'est intuitif, c'est simple d'utilisation et c'est disponible sur tous les navigateurs, que vous soyez sur mobile ou sur votre ordinateur. La plateforme, elle va vous offrir des services qui sont apparentés aux réseaux sociaux généralistes. Vous aurez des services juste avec plus de confidentialité en fait. Donc vous allez pouvoir échanger des messages de façon instantanée ou dans des groupes de discussion selon vos centres d'intérêt. Vous allez pouvoir partager des bonnes pratiques, vous informer en temps réel. Et surtout, au-delà de ces fonctionnalités, l'idée c'était vraiment de centraliser des outils pratico-pratiques pour simplifier votre quotidien et vous accompagner dans vos nouvelles missions. Voilà, ce afin de vous faire gagner un peu en productivité et in fine, finalement, de vous recentrer sur vos patients. Donc, par exemple, vous avez accès à Teriac, qui est une base de données de médicaments. Vous avez également une rubrique d'offres d'emploi en partenariat avec Team Officine pour avoir accès à plus de 350 offres. Vous pourrez retrouver et profiter de nombreuses aussi vidéos métiers et notamment ce webinaire qui sera disponible en replay sur la plateforme ainsi que toutes les recommandations qu'Arnaud va nous faire ce soir durant ce live. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous sur la plateforme et puis je vais laisser la parole à Romain. Voilà, je vous souhaite un très bon webinaire. Merci beaucoup Elsa pour cette présentation. Alors pour commencer, Arnaud, tout le monde ne vous connaît pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, donc moi je m'appelle Arnaud, je suis pharmacien installé déjà depuis quasiment 12 ans avec mon partenaire et ami Marc-Antoine. Voilà, donc on a eu la chance de s'installer pas très loin de la ville de Rouen où on a fait tous les deux nos études, dans une petite pharmacie. Et cette petite pharmacie, on a eu la chance de la développer et on a réussi à mettre en place énormément de services, énormément de choses. On a été amené à réaliser plusieurs actions au sein de notre entreprise pour arriver à la structure qu'on est actuellement. Et voilà, et donc
on est très heureux. Depuis quelques temps, on a également participé à l'installation, à l'aide à l'installation d'une amie de promotion. Et je dois avouer que c'est quelque chose d'extrêmement challengeant et d'extrêmement motivant que de se repencher sur les aléas de l'installation, de découvrir que c'est quelque chose qui a tendance à évoluer, à muter au regard du contexte économique général qu'on peut connaître en France. Alors Arnaud, vous nous avez dit que ça fait 12 ans que vous êtes titulaire. Pourquoi vous avez fait le choix de cette évolution? Alors, moi, j'ai eu la chance de participer à plusieurs expériences professionnelles. J'ai travaillé dans une pharmacie de centre commercial avec un titulaire qui m'a fait découvrir ce qu'était la pharmacie de centre commercial. Je passe d'ailleurs un bonjour à Monsieur Massard par la même occasion. J'ai eu l'occasion de vivre l'expérience d'une parapharmacie Leclerc, ce qui n'a pas forcément été une bonne expérience, mais ça a été une expérience en soi. J'ai découvert également des pharmacies plutôt typées rurales, des pharmacies de centre-ville également. Et puis, je pense comme pas mal de mes confrères, en fait, au bout d'un moment, on a l'impression d'avoir fait le tour, de notre métier de pharmacien, au niveau du conseil, au niveau de la thérapeutique. Alors, même si c'est un métier qui évolue tout le temps, hein, mais sur la base, on va dire, on a fait l'essentiel. Et puis, on a envie de se lancer, envie de prendre du risque, envie de travailler pour nous, envie de développer des stratégies qui nous sont propres. Et c'est ça, en fait, qui a fait qu'avec Marc-Antoine, à un moment donné, on a décidé de s'installer. Après, en plus, pour le coup, pourquoi avec un collègue et ami? Pour répartir notre travail, parce qu'on a une complémentarité qui est évidente dans notre travail comme dans notre perception des choses. Et que accessoirement, contrairement à beaucoup de mes amis, je n'avais pas de femme pharmacien et donc je n'avais pas de concubine avec qui je pouvais éventuellement m'installer. Donc Marco a fait office de concubine de travail. Voilà. OK. Est-ce que vous avez fait des erreurs dans cette première installation? Ouais, je pense comme tout à chacun, en fait, on en a fait. Alors après, le recul me fait penser qu'on en a fait très peu. Parce qu'on a étudié beaucoup de dossiers avant de s'installer dans la pharmacie où on est. Des erreurs de gestion, ça, on en a fait. On a été pris de vitesse par certaines choses. Dans la phase d'installation, on a été très très bien accompagné par le cabinet Espace, hein, qui a fait un gros travail. En parallèle de ça, moi j'avais fait également une thèse hein, sur l'installation et la gestion d'une pharmacie. Donc j'avais un certain niveau de connaissances qui nous a rassurés avec Marc-Antoine lors de notre installation et lors du développement de la boîte. Après, je dirais qu'on a fait des erreurs assez communes de découverte, de passage de commandes, de volumétrie de commandes. Bon, mais ça fait partie des choses un peu inhérentes. Encore une fois, nous, on a eu la chance en fait de tomber sur une petite pharmacie avec un fort potentiel de développement. Donc même si on a fait des erreurs, elles ont été compensées dans le temps par un développement relativement important de la boîte. Voilà. Et dans votre projet, donc vous vous êtes installé. Dans un deuxième temps, vous avez eu un projet d'agrandissement de vos locaux. Est-ce qu'on peut dire que ce type d'évolution est également une forme d'installation? Alors, en tout cas, c'est une forme de réinstallation. Le déplacement d'une pharmacie dans un, dans un contexte de pharmacien déjà installé, c'est comment dirais-je? C'est un peu comme si en fait on repartait d'une feuille blanche en disant j'ai ça, ça va, ça va, ça va. En fait, on fait une liste des points positifs de ce qu'on a déjà, la liste des points négatifs, et du coup, en fait, la structure qu'on crée, qu'on modèle, on gomme tous les points négatifs qui n'allaient pas dans l'ancienne structure pour n'avoir que les points positifs dans la nouvelle. Donc oui, la création d'un pôle, parce que pour le coup, en fait, on a créé un pôle médical avec nos collègues médecins d'Isnoville. Ça a été effectivement en fait l'aboutissement de quasiment 5 années d'installation dans une structure qui ne nous correspondait pas forcément pour obtenir une structure qui, elle, nous correspondait à l'époque, en tout cas à 100% de ce qu'on projetait de faire. Mm. Elsa, est-ce qu'on a des questions sur le chat?
J'avais une question qui m'avait été posée par un étudiant en amont du webinaire qui demandait quels pourraient être les nouveaux critères de choix pour s'installer dans le contexte économique actuel. Alors, à mon sens, alors il y a des critères, il y a des critères évidents en fait. Alors tout dépend déjà en fait l'âge de la personne lorsqu'elle s'installe, parce que lorsqu'on est seul, déjà les facteurs familiaux entrent peu en compte, parce que du coup l'installation c'est quand même une épreuve en soi et on est amené à y passer quand même pas mal de temps dans sa boîte. Lorsqu'on est seul, pour le coup en fait l'installation ne nous concerne que nous, donc il n'y a pas vraiment d'adéquation à avoir avec l'ensemble de la famille. L'un des premiers critères pour moi, c'est déjà en fait que le projet soit familial lorsqu'on est en famille. Après, c'est avoir une certaine forme d'adéquation entre le positionnement de la pharmacie et le milieu dans lequel elle va se situer. Vous allez avoir des pharmacies de centres commerciaux qui vont présenter beaucoup de flux, beaucoup de passages, moins de connaissances de la patientèle. Vous allez avoir la pharmacie de centre-ville où les gens vont être parfois assez pressés. Voilà, vous allez avoir la pharmacie plutôt rurale où là, il va y avoir vraiment un contexte de connaissance de la patientèle qui va être assez important. Bref, le critère du positionnement de la pharmacie par rapport à sa propre éthique personnelle est important. Évidemment, il y a la manière dont fonctionne la pharmacie, c'est-à-dire les horaires, l'amplitude d'ouverture, qui est une chose importante lorsqu'on est titulaire. Son positionnement géographique, notamment au regard maintenant des difficultés à l'embauche. Je pense qu'il faut être relativement vigilant, ou en tout cas c'est un axe de négociation très important lorsqu'on est amené à racheter une pharmacie, de surveiller en fait où est-ce qu'elle se positionne et quelles sont les capacités d'embauche de cette pharmacie. Voilà, nous encore une fois, on a cette chance en fait d'être situé pas très loin d'un pôle universitaire, donc c'est relativement simple. Maintenant, il y a des critères de prix parce que du coup, en fait, il faut quand même un certain apport pour acheter une pharmacie. Donc, faut regarder aussi ce qu'on peut apporter à titre personnel, par des apports éventuellement familiaux, par l'intégration d'investisseurs, parce que maintenant, il y a de plus en plus de pharmaciens déjà installés qui souhaitent aider à l'installation, par exemple leurs adjoints, comme nous, on essaie de le faire, ou comme on l'a fait avec une amie. Donc, c'est le critère de coût. Et puis, je pense qu'il faut être également très regardant en fait sur les valeurs de la pharmacie, notamment en fait ce qu'elle pourra être en capacité de réaliser dans les années à venir, notamment en fait toute l'intégration des nouveaux services qu'on peut avoir au sein d'une pharmacie, donc les entretiens pharmaceutiques, les vaccinations, les tests notamment, tous ces services qui feront la rémunération d'une pharmacie dans les années à venir. Donc voilà, pour moi, c'est des critères qui sont extrêmement importants. Et puis maintenant, il y a le contexte, je dirais, macroéconomique qui vient s'ajouter dans notre contexte microéconomique. Et là, ça, c'est une discussion tout autre, on va dire. Et si on rebondit sur cette question de notre étudiant, est-ce que les banques prêtent? Alors, les banques prêtent, mais en ce moment, en tout cas pour l'avoir tâté très récemment, on va dire, sur les 6 derniers mois, elles prêtent avec de plus en plus de difficultés. En tout cas, elles demandent des apports économiques qui deviennent extrêmement élevés. Voilà, la pharmacie sur les 3-4 dernières années a connu un bond économique très important avec l'arrivée du Covid. Beaucoup de pharmaciens se sont lancés dans la réalisation de ces missions parce qu'on est professionnel de santé et que ça faisait partie de nos missions, donc on les a fait. Ça a été des missions qui ont été très rémunératrices pour ceux qui s'y sont investis. Donc du coup, en fait, ça a apporté beaucoup de trésorerie pour certains pharmaciens. Voilà, ça a fait grimper également le chiffre d'affaires. On est sorti du Covid.
Les pharmacies, certains ont fait des gros investissements, des évolutions structurelles, d'autres ont conservé de la trésorerie, donc ce qui fait qu'on a des pharmacies qui sont très intéressantes, et d'autres, on a des pharmaciens avec un certain pactole en fait, dans leur trésorerie, prêts à investir. Et puis bah là, en fait, on arrive sur les derniers mois en fait, avec une inflation qui est arrivée, avec même maintenant un contexte quasiment de récession qui est en train de se créer. Et du coup, en fait, le contexte au niveau bancaire, bah, c'est tout simplement en fait, un passage à des taux d'intérêt qui étaient d'une manière anormale, on va dire, extrêmement bas, parce qu'on était à des taux qui étaient parfois de moins de 1%, à des taux qui sont finalement en fait, redevenus à une certaine forme de normal, puisque être à 4% actuellement, c'est sûr que comme on a connu les 1%, ça nous paraît énorme, mais finalement, quand on se projette sur les 20 ou 30 dernières années, c'est finalement pas des taux si énormes que ça. Sauf qu'en fait, en parallèle de cette augmentation de taux qui est arrivée très rapidement, parce qu'en fait, on est passé quasiment de 1 à 4 en une année et demie, le prix de cession des pharmacies, alors si on parle juste en pourcentage de CA, on est resté sur des 100%, 105, 110%, même parfois de prix de vente sur le CA, ou des ratios sur le BE qui sont entre 6,6, voire même, hier on a étudié un dossier qui était à 7,5 de l'EBE. Et donc, ce qui fait que, par exemple, pour un investissement en termes d'achat qui ferait juste 1 million d'euros, lorsqu'on part d'un prérequis où on avait un taux à 1%, un passage à un taux à 4%, bah, c'est ni plus ni moins que 180 000 euros qu'il faut financer en plus lors de l'achat. Bah, très clairement, en fait, quand on discute avec les banques, en fait, ce n'est pas les banques qui le financent. Parce que bah, ça, ce n'est que de l'intérêt en fait qu'on finance. Ce n'est pas de la valeur d'entreprise. Donc, bah, il faut que ça soit l'acheteur qui le finance ou ses investisseurs. Et là, on ne parle que d'un investissement de 3 millions. Bah, voilà, vous faites le calcul. Voilà. Et donc, ça fait un contexte qui économique devient extrêmement compliqué. Déjà, les banques en fait demandaient un apport moyen entre 15 et 20% en fonction des structures. Si vous rajoutez en plus les taux d'intérêt à devoir payer en plus, ça fait une énorme masse économique à apporter au moment juste de la réalisation du plan de financement. Donc c'est très compliqué. Voilà. C'est là où on en est en fait au niveau à l'instant T, c'est-à-dire que les banques prêtent, mais il faut apporter beaucoup plus d'argent. Si jamais, et c'est le cas actuellement, si jamais les vendeurs n'entendent pas que ce n'est pas leur outil de travail qui, dans la négociation, est dégradé, ou en tout cas qu'on cherche à dégrader en termes de valorisation, c'est bien essayer de trouver un équilibre entre ce qu'on est en capacité de payer vis-à-vis des banques et ce que vaut véritablement la boîte. Alors, vous avez dit qu'il faut apporter de l'argent. Est-ce que l'association est une solution? Se mettre à plusieurs pour un projet peut être une bonne idée? Alors, moi, je pense que, alors, déjà, l'association, alors moi, je suis associé, du coup, par défaut, parce que je suis associé avec mon collègue et ami Marco. Je pense que déjà, d'un point de vue juste psychologique, hein, je pense que être entouré par quelqu'un pour déjà l'analyse d'un dossier, je trouve ça déjà extrêmement pertinent. L'association, au-delà de l'aspect purement financier, elle a un aspect psychologique où en fait on va profiter des connaissances d'un pharmacien déjà installé, par exemple, pour dégrossir l'analyse d'une pharmacie, dégrossir un plan de financement, essayer de trouver des voies de développement, bref, profiter de l'expérience de l'autre. Ça, pour moi, déjà rien que pour ça, l'association est importante. Et puis après, bah oui, il y a évidemment en fait l'aspect financier qui devient bah, malheureusement en fait une évidence parce que très clairement en fait lorsqu'on a de jeunes pharmaciens installés, parce que moi je suis très investi en fait dans l'installation des jeunes pharmaciens, c'est quelque chose qui m'inquiète, c'est quelque chose qui m'importe énormément.
je pense que les investisseurs ont leur rôle pour aider le jeune pharmacien à s'installer. Parce que en fait, ce volume financier, il faut être très honnête, les salaires pour un pharmacien adjoint sont corrects au regard de la charge de travail qu'il a, mais très clairement, en fait, ils ne sont pas suffisants en fait pour créer une trésorerie quand on a 35 ou 40 ans et qu'on gagne par exemple entre 3 800 et 4 000 euros par mois. Pour mettre, on va dire 200 ou 250 000 euros, ça demande quand même un certain nombre de mois, voire d'années. Et pour autant, avec 250 000 euros, pour être très clair, en fait, on n'achète rien du tout. Actuellement, en tout cas, on n'achète rien. Parce que au-delà de ça, en fait, un pharmacien, quand tu me parlais en fait des pharmacies, à regarder quels sont les critères de choix, il y a un élément qui est aussi également important. Je parlais du prix qu'on est prêt à mettre, mais aussi il faut regarder le seuil critique de fonctionnement d'une pharmacie. Actuellement, en fait, c'est terrible à dire, mais au regard de l'ensemble des missions qu'on peut avoir, au regard de l'ensemble du process économique qu'on peut avoir au niveau des génériqueurs, au niveau des grossistes, au niveau des laboratoires, il y a un certain seuil critique qui est nécessaire à avoir ou à atteindre rapidement pour pouvoir avoir des conditions commerciales de travail qui sont pérennes dans le temps. Et voilà, quoi. À mon sens, chercher une pharmacie pour un jeune installé qui fasse entre 1,9 et 2 millions d'euros me paraît être la bonne base, sauf si jamais on tombe sur la pépite qui a un potentiel d'explosion fou. Mais ça me paraît être la bonne base pour s'assurer une certaine tranquillité. Je parle bien de tranquillité, pas forcément d'explosion de joie, pour les 5 ou 10 prochaines années qui viennent. Donc, 2 millions d'euros, à minima 15% d'apport pour les banques, sans parler de ce qu'il faut financer en annexe. C'est 300 000 qu'il faut avoir à la banque. Bon, les 300 000, on les a pas comme ça, du moins. Moi, j'aurais aimé les avoir comme ça, en tout cas, quand je me suis installé, mais ce n'était pas le cas. Et vous avez parlé de pépites. Comment on définit une pépite et à l'opposé, comment on définit une pharmacie à vendre et où il faut pas du tout y aller? Il y a des critères, il y a des choses particulières qu'il faut faire attention? Alors, alors moi, à mon niveau, je trouve que les pépites, déjà, c'est le 1% qui est extrêmement difficile à trouver. Ça n'existe pas, ou peu en tout cas. Faut sûrement pas se focaliser sur la pépite, parce que si jamais on cherche la pépite, c'est autant dire que c'est, on n'est jamais installé. Il faut avoir de la chance pour tomber sur une pépite, il faut avoir le cul bordé de nouilles, on va dire. Mais c'est extrêmement rare. Des pharmacies où il ne faut pas y aller, très clairement, pour moi, ça va être des pharmacies. Donc, on évoquait le seuil critique. C'est compliqué, ça faut être honnête. C'est compliqué de s'installer dans des pharmacies qui sont en dessous du seuil critique. En regardant le contexte global, parce que si on tombe sur une pharmacie qui est en dessous du seuil critique mais qui est une pépite, alors là on est tombé sur le 1% et on est particulièrement chanceux. Non, moi c'est une pharmacie malheureusement où les médecins aux alentours s'en vont, où il y a une démographie qui est en berne, où il n'y a pas de projet de développement. Je dirais même que des pharmacies où ça peut être compliqué, et je crois que ça peut faire partie également de critères en fait d'analyse lorsqu'on recherche une pharmacie. Faut essayer de regarder un petit peu l'adéquation entre le pharmacien et les autres professionnels de santé. On arrive, je trouve, en fait, dans un moment de l'histoire de la santé française où il doit y avoir une collaboration efficiente, efficace entre tous les professionnels de santé. Et si malheureusement, en faisant des sondages, en fait, vous vous rendez compte que à côté de vous, en fait, les pharmaciens sont complètement réfractaires à l'activité du pharmacien en tant que professionnel de santé, c'est compliqué. Moi, je trouve qu'il faut aussi rechercher en fait cette espèce d'aspect collaboratif avec nos collègues médecins, infirmiers, etc., de façon à ce que les futures nouvelles missions du pharmacien se passent au mieux. Voilà. Est-ce qu'on a Moi, des pour moi, en questions, fait, Ah, ouais, pardon, Arnaud. pardon. Vas-y, vas-y.
Non, 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 mais en fait, je disais surtout, en fait, pour moi, en fait, un pharmacien, un jeune pharmacien, un pharmacien installé doit surtout chercher en fait une pharmacie qui est viable dans le temps et dans laquelle il peut s'amuser, s'éclater et qui répond à tous ces critères, mais pas rechercher la pépite et pas s'engager dans un truc qui est en train qui est voué à disparaître malheureusement. Elsa, est-ce qu'on a des questions dans le chat? Oui, j'avais une autre question pour Arnaud. Alors, comment percevez-vous l'avenir de l'installation en officine? Donc, dans 1 an, voire dans 5 ans. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, projeter. Bah alors, comment je l'idéaliserais cette évolution? Bah, ce qui serait bien en fait, au regard du contexte actuel, c'est que les pharmaciens qui cherchent à vendre entendent que le contexte macroéconomique n'est pas forcément en faveur d'une proposition de prix à hauteur de ce qu'ils en attendent. Malheureusement, en fait, je suis pas sûr qu'en fait, vouloir vendre absolument à 100% soit réaliste. Je pense qu'il va falloir écouter, un peu comme ce qui se passe en fait actuellement en immobilier, que les taux d'intérêt en fait, bah, malheureusement jouent contre le vendeur, jouent en faveur de l'acheteur, et qu'il va falloir essayer de discuter acheteurs, vendeurs et agents de transaction pour essayer de trouver une négociation qui soit pérenne pour pouvoir assurer dans de bonnes conditions et à de bonnes conditions commerciales la vente d'une pharmacie. Donc moi, c'est comme ça que je le vois en fait sur l'année qui vient, c'est-à-dire une certaine forme de normalisation entre les taux d'intérêt qui sont ce qu'ils sont et qui vont rester ce qu'ils sont à mon sens, et les prix de cession. Un peu finalement en fait ce qu'on connaissait il y a une quinzaine d'années où on avait des taux qui étaient aux alentours des 3%, et où une pharmacie qui faisait 2 millions d'euros était vendue en pourcentage de chiffre d'affaires entre 87 et 90% du chiffre d'affaires. Voilà. C'est pour moi en fait ce vers quoi on devrait aller d'ici 1 an. Après, dans 5 ans, bah, c'est difficilement estimable parce que bah, on se rend compte que les années passées ne présagent pas des années futures. Ce qu'on peut espérer, c'est encore une fois une normalisation des taux, peut-être une baisse, ce qui pourrait être un avantage pour les futurs installés, qui pourront, parce qu'on a cette chance en plus en France, c'est de pouvoir renégocier à la baisse les intérêts, mais bon, c'est pas acté dans le temps. Dans 5 ans, bah, moi, je vois de plus en plus de regroupements de structures, donc de plus en plus de grosses pharmacies qui vont devoir être à racheter. Et donc, du coup, bah, des associations qui vont devenir, là où elles étaient possibles, elles vont devenir obligatoires finalement. Et donc, bah, un rôle fondamental en fait des investisseurs pour aider de futurs installés. Qui plus est, je pense que, et là, moi, c'est souvent ce que je prêche, c'est que je pense qu'il est important pour un pharmacien qui s'est installé et qui est heureux en installation, on va dire, il est important en fait d'aider de jeunes pharmaciens à s'installer pour acheter une pharmacie. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, nos structures, si jamais on a la possibilité de les vendre à d'autres pharmaciens, à des prix qui sont corrects, hein, c'est comme tout système de commerce, en fait, ça relève d'un système d'offres et de capacité d'achat. Et si jamais on n'aide pas de jeunes pharmaciens à s'installer, donc à faire en sorte qu'ils aient la possibilité de gagner plus d'argent que d'être assistants, eh ben, nos fonds de commerce, dans 10 ou 15 ans, en fait, ils ne vaudront, du moins pas forcément ce qu'on espère, parce que tout simplement, derrière, on n'aura pas forcément des personnes qui sont prêtes à les acheter. Sauf si jamais on est prêt à accepter, et moi personnellement, ce n'est pas quelque chose que je suis prêt à accepter, que des fonds non tenus par des pharmaciens rachètent nos officines. Et je pense qu'il est de notre devoir en tant que pharmacien en tant que pharmacien installé, si jamais on veut préserver l'autonomie et l'indépendance de notre profession,
d'aider les jeunes pharmaciens à s'installer pour préserver la future vente de nos officines et préserver notre monopole pharmaceutique. Voilà. Moi, j'ai une dernière question sur cet aspect futur. Que dit la démographie de la profession? Est-ce qu'il va y avoir un effet retraite dans quelques années de beaucoup de titulaires? Ouais. Alors, je suis pas un expert là-dessus. Marc-Antoine, mon collègue qui est au syndicat, sera sûrement plus informé que moi pour répondre à cette question. Après, déjà rien que quand on regarde les bancs de la fac, actuellement, il y a une pénurie de pharmaciens. Donc, il y a une pénurie de pharmaciens qui vont sortir, qui vont devenir des adjoints. Très clairement, la génération qui arrive n'est pas la génération qu'on a été. Alors moi, j'ai 44 ans, je ne suis pas vieux, mais c'est déjà pas la même génération que celle qui est sur les bancs de la fac. Ils ont des prérogatives qui sont totalement différentes des miennes, à savoir qu'ils vont avoir tendance à vouloir plus de loisirs, plus de confort, etc. Et un petit peu moins d'investissement, moins de prise de risque. Donc déjà, pour moi, il va y avoir moins de pharmaciens, de futurs pharmaciens titulaires. Et en tout cas, il y en aura forcément moins que de pharmaciens qui sont actuellement titulaires. Donc il va y avoir plus de départs à la retraite de titulaires que de pharmaciens qui vont vouloir ou pouvoir devenir titulaires. Très intéressant, Arnaud. Merci beaucoup. On est rattrapé par le temps. On pourrait encore vous écouter pendant quelques minutes, mais malheureusement, on a un timing à respecter. Donc, merci infiniment, Arnaud, pour votre participation. Merci pour votre invitation. Si on souhaite rentrer en contact avec vous, où peut-on vous trouver? Déjà, à la pharmacie. Moi, je reste disponible et j'aurai grand plaisir à discuter à la pharmacie. Mais vous pouvez également me retrouver. Moi, j'ai créé une petite chaîne YouTube sans prétention sur laquelle je partage régulièrement mon expérience en tant que pharmacien. Voilà, parce que la grande force de notre profession en tant que titulaire, c'est qu'en fait, on a plusieurs casquettes. On est pharmacien, professionnel de santé, on est manager, on gère des hommes, on gère des femmes. On est logisticien également. Maintenant, avec toutes les ruptures qu'il y a à gérer, on est amené à devenir de véritables logisticiens. Bref, c'est une profession formidable, je trouve. On gagne bien notre vie aussi et on a une rémunération qui est à la hauteur de notre investissement. Bref, moi, j'adore faire partager mon expérience. En plus, j'ai une bonne expérience pour le coup, donc une expérience très positive. Donc voilà. Donc pharmacie et sur YouTube, je serai ravi, heureux de partager mon expérience avec vous. Promis, Arnaud, on va s'abonner sur votre chaîne YouTube. Merci beaucoup, Elsa, pour votre participation. Et je dois dire, première réussie, donc bravo à vous. Et n'hésitez pas à aller sur la plateforme pour poursuivre nos échanges. À bientôt. Merci beaucoup. Je vous ai mis le lien dans la conversation pour retrouver tout le replay et les recommandations d'Arnaud. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci à vous. Bonne soirée.